C'est fou quand même, en ce moment, il y a des gens qui nous regardent de tout là-haut et qui tournent autour de la Lune. C'est dingue, hein. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est toujours plus facile d'envoyer des gens en orbite que de faire l'union de la gauche. Puis au moins, là-bas, personne ne s'amuse à trahir les plans à la dernière minute. La chance. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mardi 7 avril et ce week-end, la gauche unie a encore pris une balle dans ce qui restait de sa dépouille déjà bien ajourée. Alors cette fois, c'est LFI qui a tendu la main, mais les écologistes et le PCF n'ont pas mis bien longtemps à cracher dedans. Alors on l'a dit, c'est Manuel Bompard, le fidèle lieutenant de Jean-Luc Mélenchon et coordinateur du mouvement Insoumis, qui s'est jeté à l'eau dans les colonnes du Parisien, c'était jeudi dernier. Je le cite, « Nous proposons à ceux qui sont restés fidèles au programme du NFP de constituer une nouvelle alliance populaire. Faisons de notre candidature à l'élection présidentielle une candidature commune et mettons-nous d'accord dans le même temps sur le programme et sur les candidatures aux élections sénatoriales et législatives. Mettons en place un conseil du programme pour le réactualiser collectivement et un conseil politique pour mener en cohérence ces deux élections. » Voilà donc la main tendue, mais encore faut-il vraiment savoir à qui elle s'adresse, parce que Bompard reste assez évasif dans son interview. Il parle des forces politiques syndicalistes, des militants associatifs, de personnalités du monde de l'art et de la culture, des intellectuels, mais sans jamais vraiment citer de parti. Toutefois, il assume un cap clair, comme dirait l'autre, celui d'une ligne de rupture. Alors avec tout ça, on comprend vite quand même que c'est pas vraiment au PS que Bompard s'adresse. Après tout, le contraire aurait été étonnant. Les deux formations sont plus brouillées que jamais après des mois de déchirements intenses, les désaccords politiques et stratégiques de la séquence budget et autres coups sous la ceinture échangés avec une certaine délectation toutefois. Et puis ne parlons évidemment même pas des dernières semaines avec les tensions autour des municipales qui ont fini de mettre le feu aux poudres. Avec tout ça, le message est plutôt clair. Entre LFI et le PS, il ne reste plus grand-chose à recoller. Alors, toujours dans les colonnes du Parisien, Manuel Bompard vante une alliance positive pour tous et naturelle politiquement, puisqu'il ne manque pas de souligner qu'à l'Assemblée, les votes des Insoumis convergent quasiment toujours avec ceux des écolos et des communistes. Rien de contre-nature dans cette union, donc. Et les résultats des municipales viennent, à ses yeux, confirmer cette logique. La gauche de rupture gagnerait à s'unir sans les socialistes. Elle pourrait même remporter l'élection présidentielle, ce sont ses mots. Il poursuit en s'adressant directement à ses partenaires potentiels. Plutôt que de répéter les erreurs du passé, venez prendre votre part dans la bataille décisive qui s'ouvre. Mettons-nous en mouvement avant l'été. La Macronie est en voie de disparition. Le Rassemblement national menace. Nous allons avoir besoin d'une formidable mobilisation populaire pour le battre. Nous l'avons fait en 2024. Nous pouvons le faire à nouveau en 2027. Alors, sur le papier, ça marchait plutôt bien. On peut lui accorder. On y croirait presque à cette belle alliance taillée pour l'intérêt général, solidement ancrée à un corpus commun de principes et de valeurs. Mais voilà, la période n'est pas très propice aux contes de fées, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et en l'occurrence, les deux princesses se sont empressées de décliner les avances du preux chevalier. Chez les écolos, pour commencer, on voit moins une main tendue sincère qu'un coup de com' discret de LFI. Pêle-mêle, les élus dénoncent une proposition rhétorique, un plan média ou encore un truc factice. Alors chez les Verts, ils semblent être plutôt nombreux à tendre vers cette analyse de la situation. L'eurodéputé David Cormand, un proche de Marine Tondelier, estime que Manuel Bompard serait en train d'essayer de fracturer les écologistes. Je le cite, « Ils veulent faire semblant que leur démarche est unitaire parce que 80% des gens de gauche veulent une candidature d'union, alors que c'est le contraire. LFI veut un ralliement et s'inventer des soutiens. » Alors, il y a aussi des partisans de cette alliance avec LFI. Évidemment, on retrouve parmi
Parmi eux, sans surprise, Sandrine Rousseau. La députée ne veut, je cite, « fermer la porte à personne », évidemment encore moins sur sa gauche. Elle apprécie ce rôle qu'elle décrit comme le point central pour réaffirmer une alliance de toute la gauche. Et puis bon, elle a quand même pas complètement tort sur son analyse, parce qu'effectivement, son camp a deux options sur la table, le PS d'un côté, LFI de l'autre. Le détail qui fâche, chacun suppose l'exclusion de l'autre, plus ou moins subtilement. Alors ok, la ligne politique des écolos se résume grandement maintenant à être la courroie de transmission de la gauche unie, mais vu l'état des relations, c'est un peu comme endosser le gilet de médiateur au beau milieu d'une guerre des gangs. Pas sûr que ça serve à grand-chose si les belligérants n'ont pas décidé d'arrêter de se tirer dessus. D'ailleurs, jusqu'ici, il semblerait quand même que le médiateur ait un peu choisi son préféré dans la baston. En tout cas, que ce soit au municipal ou à ce qui se dessine déjà de la campagne présidentielle, le parti de Tondelier a quand même moins de mal à s'acoquiner avec les socialistes qu'avec les insoumis, même s'il cultive souvent l'ambiguïté stratégique. Chacun ses petites opées de com. Alors l'accueil communiste n'est pas beaucoup plus chaleureux. Auprès du journal Le Monde, le nouvel élu municipal, sur une liste unioniste, précisons-le, Léon Desfontaines trouve que l'offre tombe, je cite, comme un cheveu sur la soupe. Il ne semble pas avoir vraiment digéré les bisbilles stratégiques du scrutin précédent. Et de toute façon, il n'a pas l'air de croire à une possible victoire de la gauche à la présidentielle. En tout cas, pas la gauche toute seule. Pour lui, je cite, « Il faut d'abord un projet politique qui rassemble au-delà de la gauche, parce que cette fameuse gauche, ça pèserait à peine 30% de l'électorat, dit-il. Tiens donc, c'est peut-être pour ça que son candidat de prédilection, le chef Roussel, vire au rouge-brun dès qu'il en a l'occasion. Allez savoir, c'est une supposition. Et en parlant de lui, tiens, déjà en 2023, avant même la dissolution et le NFP, il avait pavé la voie d'une candidature à la présidentielle hors alliance. Pas pour rien qu'il vient de publier une tribune politique dans Le Monde. Les alliances, c'est bon pour se faire réélire dans des moments désespérés. Mais maintenant, on fait tout pour exister tout seul, et en l'occurrence en opposition frontale à Mélenchon, le patron du PCF s'est servi du concept de Nouvelle-France, que rabâche le leader insoumis depuis des lustres pour parler de la France qui notamment refuse le discours réactionnaire et colonialiste. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je laisse à Nadège Abomangoli, la députée et vice-présidente de l'Assemblée nationale, vous expliquer davantage le concept. La Nouvelle-France, c'est quoi ? C'est cette France qui est issue de notre histoire, de la colonisation et de l'immigration. C'est cette France des personnes LGBT, des pauvres, des personnes en situation de handicap, qui sont écartées des responsabilités politiques. Bon, c'est pas si terrible, vous en conviendrez, mais ça fait quand même très peur, très peur à CNews et compagnie, forcément, qui font 3 heures de direct dessus à chaque fois que le vieux prononce ces mots, la Nouvelle-France, ça les hérisse. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais en ce moment, c'est particulièrement revenu sur le devant de la scène, comme si c'était un nouveau concept sorti du chapeau. Du coup, ça a donné une idée à Fabien Roussel, qui a dû probablement voir ça passer entre 2 coups de rouge à son dernier barbecue. Il s'est dit que c'était l'occasion de gratter un peu de buzz là-dessus, et paf, ça fait une tribune dans Le Monde où il dit évidemment qu'il n'est pas du tout d'accord avec le grand méchant dragon communautariste, évidemment. Pour lui, la Nouvelle-France de Jean-Luc Mélenchon, ça enferme les individus dans des déterminismes au lieu de les fédérer. Voilà, ça c'est ce qu'il dit. Lui, il voit pas les couleurs, seulement les classes sociales. Je vous résume très brièvement, mais c'est l'idée à retenir. Et pour dire ça, il a mis un taquet à l'ancien au passage, parce que ça mange pas de pain, et puis ça fait rire tous les camarades du fond de la classe là-bas chez CNews. C'est super quand même d'être le gauchiste préféré des droitards. Bref, vous avez compris, Fabien Roussel, il veut y aller en solo à la présidentielle. Et puis pour les autres, c'est à peu près la même chose. Je laisse ma collègue Gwen vous faire le topo. Et on connaît déjà plusieurs candidats, à savoir Marine Tondelier, patronne des écologistes, François Ruffin, député du groupe écologiste, mais aussi Clémentine Autain, députée du groupe écologiste, et Ségolène Royal aussi. Parce que
Parce que pourquoi pas. Oui, donc pour le moment, ça ressemble beaucoup à une primaire des écologistes plus Ségolène Royal, et c'est parce que les autres partis politiques, même ceux qui font partie de l'organisation de la primaire, comme le PS, ont soit décliné, soit pas encore arrêté leur stratégie. La France Insoumise a toujours refusé le principe d'une primaire et devrait envoyer Jean-Luc Mélenchon pour une 4e candidature. Place Publique a refusé aussi parce que Saint-Raphaël est le messie qui va tous nous sauver. Le Parti Socialiste est divisé entre ceux qui veulent faire la primaire et ceux qui veulent soutenir Glu-Glu. Et du coup, on connaîtra leur position définitive après les municipales et le Parti communiste doit voter sa stratégie en congrès au mois de juillet. Et au passage, je vous invite d'ailleurs à aller jeter un œil à sa chronique, c'était pas mieux avant, dispo évidemment sur la chaîne YouTube du Média. Alors, toute cette histoire de primaire et de candidature unique, c'est souvent motivé par les sondages. Oui, encore et toujours eux, voilà, ça revient toujours. Qui dirait donc que les électeurs de gauche seraient une écrasante majorité à vouloir l'union pour le scrutin élyséen ? On les comprend, d'un sens, c'est plus simple, mais au fond, on peut quand même se questionner. Est-ce que c'est même possible d'être uni à une présidentielle, en France du moins ? Cette élection hyper personnalisée le permet-elle seulement ? Rien n'est moins sûr, si vous voulez mon avis. Et puis, il faut dire qu'il y a quand même une petite subtilité du calendrier de la Ve République qui n'arrange rien à l'affaire. Vous savez ce qui arrive généralement juste après une présidentielle ? Des législatives, qui sont un peu ou prou le reflet électoral de la présidentielle. En si peu de temps, les électeurs ne changent pas vraiment d'avis, ils revotent à peu près la même chose. Et donc, bingo, le gagnant à la présidentielle mise là-dessus pour se dégoter une assemblée bien rangée, bien docile, à ses couleurs. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Avec la petite folie de Macron, en théorie, les députés élus en 2024 après la dissolution, ils doivent voir leur mandat s'éteindre seulement en 2029, donc un peu plus loin de la présidentielle. Mais sauf que ça, c'est bien vrai, mais c'est de la théorie. Et en pratique, c'est le chef d'État qui a le droit de vie ou de mort sur la représentation nationale. Rien n'empêche donc le nouveau ou la nouvelle locataire de l'Élysée de rappuyer sur le gros bouton rouge du siège éjectable de l'hémicycle pour profiter de l'engouement autour de son projet politique. C'est un coup de poker, certes, mais qui peut toujours un peu faire envie. Toujours plus, en tout cas, qu'une assemblée ingouvernable héritée de feu Macron. Mais justement, puisqu'on parle de lui, l'actuel président, il pourrait décider aussi, lui, de faire un dernier gros coup avant la fin de son mandat et mettre à son tour des bâtons dans les roues de son successeur. Imaginons qu'il appuie en premier sur le gros bouton rouge tant qu'il est encore en fonction. Paf, législative anticipée juste avant la présidentielle, et là c'est inédit. Après ça, impossible de dissoudre pendant 1 an, ça c'est la loi. Et en plus, à tous les coups, il nous emballerait ça dans un joli papier cadeau antifasciste de sauveur, là, à la sauce barrage républicain, en plus de rebattre sévèrement les cartes électorales. Bref, un joli piège institutionnel qui pourrait lui plaire en guise de baroud d'honneur. Il pourrait aimer ça comme sortie, lui qui compte déjà revenir. Bon, après tout ça, reste qu'à gauche avec sa proposition d'alliance. LFI a effectivement bien joué son coup, il faut le reconnaître, puisqu'elle force les écolos et les communistes à se positionner clairement, et en l'occurrence à refuser une alliance. Ah, ça change un peu le narratif. Pour une fois, on ne pourra pas les traiter, eux, LFI, d'affreux sectaires. C'est quand même habile, on le reconnaîtra. De toute façon, qui peut raisonnablement croire à l'alliance de gauche, même si la primaire voyait le jour, elle est normalement prévue pour l'automne, je vous le rappelle, avec toutes ces candidatures dissidentes qui fleurissent, elle n'a déjà plus grand intérêt. Le tri se fera comme toujours avec les 500 signatures et au premier tour ensuite. Et d'ailleurs, ça a toujours été comme ça et ça n'a pas empêché les victoires à gauche. Encore faut-il réussir à rassembler autour d'un projet politique fort et ambitieux qui change vraiment la vie des gens, de gauche pour de vrai. C'est là tout l'enjeu. Et on fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap, que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître les coulisses de l'émission ou même de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre
et dans la barre d'infos. Et puis d'ailleurs, sans vous, pas de récap et pas de médias non plus. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé tient bon en indé, dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent la bataille de l'info. Mais pour continuer, nous avons évidemment besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous à continuer à vous informer. Abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisé. Toutes les infos sont sur notre site internet. Et pour retrouver nos programmes, vous le connaissez, il y a Free, il y a Molotov, YouTube, notre site internet et depuis quelque temps, la télé d'Orange, canal 235. Les allocataires des minima sociaux sont une nouvelle fois la cible de contrôles et de sanctions. Ce mardi, l'Assemblée nationale s'est prononcée sur un projet de loi pour lutter contre les fraudes sociales et fiscales. L'exécutif espère que ce texte rapportera 1,5 milliard d'euros aux finances publiques. Le texte, largement décrié par la gauche et les syndicats, comporte un volet sur la fraude sociale, bien plus important que celui de la fraude fiscale. L'assurance maladie pourrait notamment avertir les mutuelles en cas de fraude aux arrêts maladie. Les agents départementaux pourraient accéder aux relevés bancaires des bénéficiaires des allocataires du RSA ou encore les allocations chômage pourraient être suspendues pendant 3 mois lorsque France Travail a des suspicions de fraude. Face à ces propositions répressives, la gauche et les syndicats dénoncent un acharnement. L'association de lutte contre la pauvreté ATD Quart Monde, quant à elle, alerte sur ce nouveau durcissement pour les plus précaires. Et on poursuit avec un petit point sur les prix et les pénuries de carburant. Alors qu'il s'affichait autour des 1,70 € avant la guerre en Iran, le litre de gasoil a dépassé les 2,20 € en moyenne sur le territoire national. Dans certaines stations, il peut même atteindre les 2,90 €. Le 12 mars dernier, Total Energy avait annoncé plafonner les prix à la pompe dans ses stations essence. Ce mardi devait marquer la fin du plafonnement des prix, mais le groupe annonce finalement le poursuivre jusqu'à la fin du mois d'avril. En parallèle, de plus en plus de stations-service font face à des pénuries. Environ 18% des stations en France sont en rupture de stock partielle après le week-end de Pâques, annonce la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon. Le gouvernement, encore lui, prévoit la mise en place d'un nouveau dispositif d'aide dans les jours à venir pour certaines professions les plus touchées, comme les aides-soignantes ou les aides à domicile, mais rejette tout blocage des prix. Les ministres de l'économie, du travail et de l'énergie et les têtes des syndicats se sont rencontrés cet après-midi pour s'entendre sur une solution. Le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats-avocates de France et le collectif d'avocats-avocates en colère noire se mobilisent contre l'adoption du projet de loi SUR. Les 3 organisations dénoncent la mise en place d'une justice au rabais. Mon collègue Andrei Manivit s'est rendu sur place ce midi et a échangé sur les conséquences de cette loi, notamment avec Romain Ruiz, porte-parole du collectif Colère Noire. Il faut savoir qu'avec la loi SUR, par exemple, le tirage au sort des jurés dans certaines matières criminelles ne se fera plus et que ce seront des jurés choisis, triés sur le volet par l'exécutif qui décidera qui est apte aujourd'hui à être un bon juge citoyen et qui n'est pas apte à être un bon juge citoyen. Et c'est un scandale absolu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous revenons à des jurés censitaires, comme l'impôt le fut sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État va décider des juges, va choisir ses juges citoyens, selon des critères évidemment flous, des critères extrêmement élastiques. Et c'est ça que nous venons aujourd'hui mettre en lumière. C'est dire aux gens, c'est votre justice, protégez-la avec nous. Nous ne pourrons pas le faire tout seuls. La réalité, c'est qu'il est par exemple envisagé de faire payer aux gens le coût de l'enquête pénale qui aura été diligentée contre eux. Il est par ailleurs aujourd'hui dans l'idée du garde des Sceaux de créer un rapport à la profession d'avocat à 2 vitesses. C'est-à-dire que les gens qui auront les moyens de se payer nos services pourront avoir une défense qui aura le temps de réfléchir, qui aura le temps de compiler des éléments de défense, qui aura le temps aussi de se positionner, par exemple, sur le plaidé coupable criminel. Ce qui n'est pas le cas pour les gens qui sont commis d'office, qui travaillent dans des conditions extrêmement dégradées. Et bien évidemment qu'aujourd'hui, on aura une justice pour les riches,
qui sera une justice négociée, transactionnelle, dans laquelle on pourra finalement négocier avec un procureur de la République une indemnisation pour une victime d'infraction par exemple sexuelle. Mais lorsqu'on n'aura pas les moyens de le faire, tout ce qu'on pourra négocier avec un procureur, c'est le nombre d'années de prison. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas accepter que notre pays devienne l'Amérique de Trump. On ne peut pas accepter que notre justice devienne une justice négociée. Le projet doit être examiné par la commission des lois du Sénat le 8 avril, puis en séance publique les 13 et 14 avril prochains. On en reparlera donc évidemment dans les jours à venir. Et on termine ce récap par l'actualité internationale avec un point sur la situation au Moyen-Orient. Ce lundi 6 avril, le président américain a exhorté Téhéran à accepter un accord de cessez-le-feu et à rouvrir le détroit d'Ormuz avant le mardi 7 avril, ce jour à 20h heure de Washington, soit mercredi 2h du matin en France. Je cite, « Le pays entier peut être anéanti en une seule nuit ». C'est donc la menace de Donald Trump. Avant d'ajouter sur son réseau social qu'une civilisation entière va mourir ce soir. De son côté, l'Iran menace d'actions qui priveraient de pétrole et de gaz les États-Unis et leurs alliés pendant des années. Nous avons fait preuve jusqu'à présent d'une grande retenue dans un esprit de bon voisinage, mais ces réserves sont désormais levées, ont averti les gardiens de la Révolution dans un communiqué relayé par la télévision d'État. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Pour nous soutenir, vous savez ce que c'est, il faut vous abonner ou faire un don défiscalisable sur notre site internet. Et vous pouvez aussi, ça ne coûte rien, parler de nous autour de vous, nous suivre et nous partager sur les réseaux, ça fait beaucoup. Pour retrouver l'ensemble de nos programmes, rendez-vous sur Free, canal 165, sur Orange, canal 235, sur Molotov sur notre site, ainsi que sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7. Merci, très bonne soirée sur Le Média.